Hey, une autre semaine, un autre épisode, c'est le bulletin des cousins avec Julio Mendy et Gaïance. Salut. Aïcha. Salut Gaïance. Ça va? Comment ça va aujourd'hui? Écoute, Red Alert! Red Alert, on est de retour à la maison. Pas pour tout le monde, mais bon, donc j'espère que vous êtes bien confinés ou pas. Dans tous les cas, on a un petit podcast pour vous aujourd'hui. Donc, on va parler de quoi aujourd'hui, Aïcha? Aujourd'hui, on va parler de le titre, là, à Diaspora Party People, you know. Ouh, diaspora de definition. Diaspora. Ouais. Donc, mais c'est quoi une diaspora déjà en partant? Explique. Moi, tu veux que j'explique? S'il te plaît, je pense que c'est plus dans tes cordes d'expliquer. Ah ouais! Ben, une diaspora, dans le fond, c'est quand une population est représentée dans une autre population. Admettons, la diaspora haïtienne à Montréal. Par exemple, là. Mais là, on y va dans un sens plus large. Aujourd'hui, on va parler des diasporas afro-descendantes. Ça veut dire que tous les Noirs à travers le monde, quoi. Déplacés à leur guise ou non. Exactement. Déplacés à leur guise ou non. On va parler spécifiquement dans la musique, comment les communautés afro-diasporiques ont influencé la musique jusqu'à aujourd'hui et pourquoi, comment, tout ça. Fait que pour rentrer dans le vif du sujet, je vais direct commencer là, avec ce merveilleux et not so good bateau qui s'appelle le Windrush. Okay? Donc là, on va bring it back au 2 juin 1948. À Londres, il y a un bateau qui débarque qui s'appelle Windrush. Il transporte des afro-descendants des Caraïbes. Principalement de Trinidad, Jamaïque, tout ça, pour aller à Londres. C'est parce que dans le fond, là, c'était tous des pays du Commonwealth. Puis à cette époque-là, ils se sont dit, we need more workers. You know, we need more people to work. On est un peu dans la révolution industrielle. Exact, tout ça. Et là, ces gens-là, qu'est-ce qu'ils ramènent en plus de leur personne? Eh ben, c'est leur culture. Et spécifiquement, la musique. Donc, le calypso, le blues, le jazz, toutes ces influences, toutes ces musiques noires-là qui viennent d'Amérique. Oui, beaucoup de gens vont dire des États-Unis, mais qui ont vraiment leurs racines dans les Caraïbes à la base. Ouais, et aussi, c'est toujours, si on parle de diaspora, on ne peut pas limiter les choses juste à un espace. C'est vraiment le déplacement, si on remonte à des siècles et des siècles, donc tout influence tout. Il y a pas tellement de, on ne peut pas tellement dire ça vient de là ou ça vient de là. C'est ça, exactement. Donc, on parle vraiment de l'espèce de circulation de tout ça. Donc, Windrush vraiment a marqué la musique British, you know, it marked it, so it was so important for the people, that event. J'aime ça faire l'accent British. Moi aussi, je suis nul à chier, donc je vais vous épargner ça. Okay, so I'm gonna make you listen to Mona Baptiste and her Calypso Blues. Calypso Blues by Mona Baptiste. Fait que vraiment le calypso là, c'est vraiment très important dans le DNA de la musique noire, de la musique british. Fait que c'est important de vraiment situer vraiment tout ce voyagement là par rapport à... Ouais, et l'Angleterre aussi, c'est très symbolique aussi en matière d'échange des gens. Et aussi, moi, j'ai toujours dit que l'Angleterre, c'est le pays qui est spécialiste de l'hybride, en fait. Tout ce qui arrive en Angleterre devient notre courant musical, où ça se transforme, et c'est vraiment par rapport à le fait que ça soit une île, que tout vient chez eux, et que ça reste assez isolé. Donc, je pense vraiment à... tu sais, on a tous entendu cette histoire des Beatles ou des Rolling Stones qui tombent amoureux du blues et du reggae parce qu'ils habitent sur une ville portuaire et que... Bon, je pense à Liverpool, entre autres, et le fait qu'ils aient accès à une musique qui n'existe pas chez eux. Et bon, après, on peut... tu sais, il y a des gens qui insisteraient sur si c'est de l'appropriation ou pas. C'est pas ce que j'essaie de faire, mais je peux comprendre un adolescent qui découvre un nouveau son et qui essaie de l'émuler et qui veut jouer avec ses potes et que ça devient autre chose. Donc l'Angleterre est vraiment spécialiste de ça parce que si tu prends, quand on parle du Windrush, il faut absolument qu'on parle du début des années 60 et au début des années 70, de tous ces gens qui venaient des Antilles et des Caraïbes, qui ramènent un petit peu leur sauce et qui rencontrent aussi la classe ouvrière et prolétaire d'Angleterre
Et la fusion de ces deux mondes vont donner naissance à la culture skinhead, par exemple. Oui! Et... Hey, je suis sortie avec un skinhead au secondaire, en Ah plus. ouais? Oui. Quel genre de skinhead? Les bons skinheads! Ok, parce que il y a des gens qui feraient une différence. On parle d'original skinhead dans cette culture-là, par exemple. Et donc, c'est la culture des gens qui, tu vois, genre si tu prends le look un peu de, tu sais, des Peter Tosh, Bob Marley, Bunny Weller, ils avaient un groupe ensemble. Ils ont toujours ces petits suits tout tight, les petites cravates serrées. Puis les Fred Perry aussi. Ils portent beaucoup de Fred Perry. Ouais, mais il y a une histoire à ça, en fait. Et ça vient vraiment de la culture des skinheads. Et c'était vraiment la culture d'être comme genre très sharp, les Doc Martens, les pantalons serrés, les bretelles. Et à la base, c'était un mouvement qui était vachement influencé du ska, du rocksteady, donc tous ces styles musicaux qui venaient des îles. Oui, puis le rocksteady, en plus, a vraiment emprunté de la musique afro-américaine. Complètement, une grosse influence Motown. C'est un 360 encore. Ouais, donc c'était comme la culture du cover en Jamaïque qui est toujours prédominante aujourd'hui. T'as toujours un hit dancehall qui refait genre le hit du moment, quoi, tu vois. Les chansons d'Adèle en version dancehall, j'adore. Donc c'est pas un truc qui date d'aujourd'hui, quoi, tu vois, ça remonte et ça remonte. Donc pour en revenir sur la culture du skinhead, donc c'était vraiment des enfants première génération immigrés des Caraïbes qui ont fait découvrir leur musique aux petits enfants prolétaires et main dans la main ils ont créé ce mouvement-là qui avait leur propre code, donc les Doc Martens, le pantalon serré, le Fred Perry, le Lonsdale. Et aujourd'hui, si tu regardes la culture des ultras par exemple et du hooliganisme en Europe, qui vient principalement d'Angleterre. C'est quoi un hooligan, pour ceux qui savent pas? La culture ultra, c'est le fait de supporter une équipe de foot et de préparer des chants, des tifos. Les tifos, c'est comme les grosses fresques que tu fais au début du match, le fait de chanter les fumigènes, c'est vraiment les fans, mais qui sont comme presque dans un club de supporters. Donc c'est ça la culture ultra. Et le hooliganisme, t'es pas obligé d'être un ultra pour être un hooligan. Les hooligans, c'est un peu la version pirate de ça. C'est ceux qui veulent se battre contre les autres clubs, etc. Et mine de rien, c'est comme des choses qui sont vachement politisées en Europe. Ici, on n'est pas trop au courant, mais il y a des clubs de foot, comme Paris, par exemple, qui ont un côté du stade, par exemple, le côté Boulogne, tu as les Boulogne Boys, qui sont plutôt des skinheads d'extrême droite, tête rasée, etc. Oh non. Mais de l'autre côté, tu as le public Auteuil, et Auteuil, c'est comme genre... tous les Arabes, tous les Noirs, t'as comme un groupe de supporters juifs de l'autre côté, genre en bas, genre dans un coin du stade. Mais bon, maintenant ces choses se dissipent un peu parce qu'il y a beaucoup d'argent dans le club, il y a beaucoup de gens qui sont interdits de stade, etc. Mais moi, quand j'étais plus jeune, spécialement la gauche, hein. Ouais, surtout, ouais. Bon, c'est comme plus difficile pour eux parce qu'évidemment, ça vient avec le genre de stigma qui va avec ce genre de conversation. Mais moi, quand j'étais plus jeune, un de mes meilleurs amis m'a vachement influencé. J'ai découvert le reggae à travers lui parce que c'était un ultra et qu'il était vachement dans cette culture-là. Il s'habillait en Fred Perry. Il m'a fait comprendre l'importance de Harrington et que c'était pas une veste de skinhead. Et que historiquement, donc j'ai une veste Harrington que je portais fièrement dans mon adolescence. Et tout le monde me disait, mais c'est une veste de skinhead. Et j'étais comme, non, laisse-moi t'expliquer, fils. Et laisse-moi t'expliquer ici. Donc jusqu'au jour d'aujourd'hui, c'est un style vestimentaire qui est resté et que même si le skinhead a une autre définition aujourd'hui, qu'on a un peu oublié les origines du skinhead, c'est des styles vestimentaires qui sont restés en fait. Donc même ça, c'est mine de rien, c'est un look qui est venu avec la diaspora en fait. Et c'est quelque chose qu'on ne sait pas forcément si on ne s'intéresse pas à ce genre de choses. Donc oui, ça, tu vois, c'est une conversation qu'on peut tirer d'un petit fil et comme le tirer, et ça t'en donne encore et ça t'en donne. C'est comme une histoire infinie en fait, quoi. Définitivement. Moi je me souviens, là, quand j'avais 16-17 ans, je sortais avec un petit skinhead là, du plateau. J'écoutais beaucoup de reggae, puis tu sais, c'était pas un néo-nazi, là. C'était vraiment un petit weed smoker qui aimait le reggae aussi, là. Donc ça me rappelle ma jeunesse. Et comme tu peux presque faire une transition entre ce moment-là et ce qui va dériver de la culture punk après, je dirais pas que c'est la même chose, mais qu'il y a quand même des petits aspects similaires quand même. Et que quand tu regardes, tu vois, que un groupe comme The Clash, par exemple, ça peut venir juste d'Angleterre. Quoi, exact, ouais. Cette histoire ne serait pas passée ailleurs. C'est vrai. Dans le fond. Définitivement, mais quand on va dans la ligne du temps, on parle des années 60, 70, l'immigration, la transformation de la culture, ben tu sais, il y a aussi quelque chose que dans cette espèce de afro-diaspora party people là, qu'on peut pas passer à travers, c'est le funk, tu sais. Comment le funk et le disco a voyagé, tu sais, en Afrique.
aussi Nigeria. Exactement, tu sais. Fela Kuti, Manu Dibango, Myriam Makeba, écoute, là, Tony Masela. Allen. Ouais, puis même jusqu'au Brésil, hein? Jusqu'au Brésil, il y avait du funk, là. Spécifiquement, My Man, OK? Ouais, Tim c'est ta Maya. grande spécialité, ça. Exactement, c'est ma spécialité. Fait que c'est sûr qu'on peut pas passer à travers ça. Pour moi, tu sais, il y a des gens comme Tim Maya qu'on écoute en ce moment. Ela partiu, Excellent. partiu e nunca mais voltou. Excellent, excellent. Tu sais, Tim Maya, là, c'était, écoute, là, c'était le James Brown, quote-unquote, du Brésil. Son histoire de vie est incroyable. Il y a d'ailleurs un film sur sa vie, si ça vous intéresse. Puis le gars, il voulait vraiment le rêve américain. C'est un Afro-Brésilien. Puis il était comme, ah, moi, je veux tellement vivre comme les Noirs aux States. Sachant pas qu'est-ce qui se passait là-bas. C'est comme tellement... mais c'est que l'Afro-Américain qui est toujours en quête de liberté a vraiment inspiré les Noirs entiers dans le monde. Exact, en fait, quoi, tu oui, vois. oui, définitivement. Parce que tu dis ça, mais c'est pur ce que tu dis. Parce que justement, cet Afro-Américain-là cherchait sa propre culture africaine en créant une autre culture qui est maintenant, aujourd'hui, est vraiment la culture standardisée partout. Qu'on parle du funk, du techno, du house, du hip-hop, du punk, du ska, tout. T'sais. Puis donc, pour revenir à Tim Maya, ce carioca, ça veut dire quelqu'un qui vient de Rio, lui, il voulait vraiment vivre cette vie afro-américaine et tout ça, donc il va déménager aux States. Là, il y a un petit, il parle pas vraiment anglais, problème d'argent, qu'est-ce qu'il fait? Le crime, vole des voitures, se fait arrêter, va en prison, déportation jusqu'au Brésil, puis il est quand même, back to case A. Mais pendant qu'il était aux États-Unis, il Ouais, s'est... c'est un bad boy, alors. Je savais pas ça. Attends. Fait que là, il s'inspire de la musique afro-américaine. Il ramène ça au Brésil. Il met les épices brésiliennes là-dessus. Carolo, tout ça, des dents, tout, là, OK? Puis là, OK, il commence à faire sa musique. Et là, à une époque de sa vie, les albums là, qui valent vraiment cher, là, Racionais, Que c'est des albums qui ont été samplés par tous les Exact. pionniers du hip-hop. Mais va savoir, l'histoire de ces albums-là aussi est très intéressante. D'ailleurs, il y a un livre qui vient de sortir sur ces albums-là. Je veux ce livre, My Birthday's in 2 months. Mais comme, ces livres-là, là, Tim Maya, à cette époque-là, était dans une secte. Oh, shit, man, c'est comme... Yo, il est dans les bails, tu Tim vois. Maya était dans une secte. Fait que là, il était comme vraiment inspiré. Il était comme, oh, Rationais, les étoiles et tout, cosmique. Fait que c'est pour ça l'aspect vraiment, genre, cosmique dans sa musique et tout ça. Là, il a découvert que son gourou, c'était, tu vois, c'était vraiment un scam. Puis là, il était fâché. Puis là, il a continué. Ça se passe souvent comme ça dans les sectes. Exactement. Fait que là, il Dédicace à Raël. Fait que là, il a juste continué sa vie, puis il a fait autre chose. Puis, tu sais, après, il a fait du boogie, etc. Là, j'ai un petit album ici, là. On va l'enlever de sa pellicule, là. Qu'est-ce que tu nous as ramené? Ici, là, et on tourne par là. Ça, c'est un album qui a samplé El Partiu de Tim Maya. C'est Racionais MC, qui est un groupe de rap des années 90 de Sao Paulo. Et je l'ai en wax, là. Fallait que je l'amène aujourd'hui. Faire un petit flex, tu sais. Flex. Un petit record flex. On va le voir aussi à l'écran pour les détails. Parce que vraiment, le cover est hyper beau, là. Tu sais, c'est... Encore, on parle... Je vous le montre parce que on parle de diaspora party people. Ils ont vraiment l'air de venir de New York, là, tu sais. Carrément. Mais c'est des gars de Sao Paulo, la gang. Ouais, ça OK? pourrait rejoindre notre discussion sur... Exactement, le 360, ouais, le sample de Tim Maya qui emprunte aux Afro-Américains. Ensuite, il se fait sample par des rappeurs qui font du rap qui sonne comme du I Am, mais à la sauce West Coast. Vraiment incroyable, OK? Mais si on doit revenir sur le... Pardon, excuse-moi. Vas-y. C'est fini. Si on doit revenir sur le côté un petit peu échange, etc., et genre la représentation, pourquoi l'influence des Afro-Américains sur la diaspora en général, c'est que aussi en matière, dès les années, on va dire 50, 60, la représentation des Noirs, visuellement, qui est positive, vient seulement des États-Unis, en fait, quoi, tu vois. Sinon, avant ça, c'est comme quand on voit des Noirs beaux de cette époque-là,
ça vient souvent des États-Unis, qu'ils ont le style, tu sais, en etc. termes d'imagerie, En termes d'imagerie, ouais. Donc mais pas, tu sais, on s'entend, le 50-60, c'était vraiment les grosses révolutions. Jim Crow se passait, donc c'était pas... Ouais, mais il y avait quand même, genre, le Cotton Club, il y avait quand même, tu sais, il y avait quand même une élégance noire, quoi. Exactement, ouais, définitivement. Mais en même temps, pour défocuser vraiment des États-Unis, tu sais, oui, ça a influencé le monde moderne, mais je pense que même d'eux-mêmes. Ils ont gardé des traditions très africaines, oui. Tu vois, le gospel, par exemple, quand tu prends le gospel, c'est ouais, et aussi la culture, même quand tu prends le hip-hop, quoi, tu vois, tu peux faire des parallèles avec la culture du griot, le fait de prendre la parole, le fait que on raconter les histoires. Ouais, exactement, tu sais, genre l'histoire chez nous, elle se fait à l'oral, quoi, tu vois. Donc, le fait de se lever devant des gens et de prendre la parole, c'est quelque chose de très africain en soi, quoi, tu vois. Oui, très africain. Même dans la bouffe, quoi. Je me rappelle de regarder un épisode d'Anthony Bourdain qui faisait des parallèles entre le soul food et l'Afrique. Ouais. Quand je vois le grits, je sais pas, ça me rappelle le foufou, quoi, tu vois, genre. Tu vois, donc tu peux faire des petits parallèles comme ça. Je pense que le code vraiment de l'afro-descendant à l'Afrique, c'est quelque chose qu'on pourra jamais briser, tu sais. Malgré qu'on connaisse pas, tu sais, comme moi, je suis haïtienne, je sais pas de... Oui, maintenant, je sais, là, à cause de tests ADN, mais en dehors de ça, je savais pas, j'étais nigérienne, tu sais. Mais on le sent encore en nous dans les drums, tu sais. Ouais, c'est ça, il y a un gros héritage de la percussion. Il y a un très gros héritage de la percussion qui est jamais parti. Et en parlant de percussion et de gens qui ont été influencés, je voulais parler de Steve Reich aussi, qui est un compositeur de musique classique ou minimaliste. Et lui, ouvertement, depuis la fin des années 70, au début, il faisait des expérimentations sur des cassettes, il essayait de faire des boucles avec des percussions, etc. Et il est tombé sur... il faisait des loops et il est peut-être comme... Pour l'époque, là, si t'écoutes, on aurait presque dit genre baby techno, là, tu vois. OK. Et d'ailleurs, c'est comme... Tu sais, à Montréal, Steve Reich, c'est comme chez les artistes, un peu underground, c'est un peu le... Tu sais, cette période un petit peu fleur bleue du Myland, où ça fait un peu l'unanimité chez les gens qui écoutent de la musique électronique ou qui veulent faire de la pop, ou si t'es dans le beat, genre, c'est un peu le compositeur que tout le monde aime, là, tu vois. Et lui aussi, il s'est jamais caché de comment il a étudié la science de la rythmique et sa fascination pour les percussions africaines et les temps dans les temps, etc. Donc on peut parler d'héritage de diaspora, par exemple, pour cet auteur de musique classique ou minimaliste, qui serait un petit peu comme à l'opposé de ce genre de son, et que on peut voir Steve Reich un petit peu au sommet du snobisme, mais dans le fond, il a une manière qui est comme très traditionnelle d'approcher la musique, en fait, quoi. OK. Mais ça m'inspire ce que tu dis. Ça me fait penser à une chanson ici, là. J'ai un album que j'avais acheté durant la Coupe du Monde, la dernière Coupe du Monde au Brésil, durant le match avec l'Algérie. J'ai acheté ça dans un record shop. La cover est sick. Ouais, c'est sick, hein? Mais regarde, on va écouter un petit extrait ici, là. Comment ça s'appelle? Ça, c'est 1970s Algerian Proto-Rail Underground. OK? Fait que dans le fond, tu sais, ça, là, c'est l'ancêtre du rail. Puis le rail, c'est vraiment une musique originale qui vient de rebelle aussi. Ouais, exactement. Tu sais, puis t'as les guns, t'as ici la fille tout nue. Vraiment, comme t'as des femmes blondes, des femmes blanches, tu sais, sur la cover, tu sais. C'est toute une affaire, ça, la gang. Donc, tu sais, le proto-rail, tu sais, des années 70 aussi, c'est comme... Tu sais, c'est de la musique afro, là. On s'entend, ça vient d'Afrique. L'Algérie, shout-out à mes Algériens ici. Hey, 1, 2, 3! Oui, à l'Algérie! Yo, j'ai tellement d'Algériennes autour de moi, je les aime. Mais donc là, c'est ça. Donc le rail, vraiment, là, ça s'est rendu là, dans les pays Middle Eastern. Tu vois, tout le monde fait du rap dans le monde arabe, mais ça vient d'Afrique, tu sais. Ça vient de nos frères algériens. Tu sais, puis c'est vraiment comme... c'est le DNA
de tout ça. Là. Même, tu vois, nos amis arabes d'Afrique aussi ont su influencer. Ouais, incontournable, Habibi Funk. Yes, on aime bien Habibi Funk. C'est quoi Habibi Funk, en fait? Habibi Funk, c'est un gars. C'est un d'ailleurs, gars, c'est c'était l'ancien coloc d'une amie qui habite à Berlin. Oh, Puis ouais. lui, vraiment, il s'intéressait à faire du repressage. Ouais, c'est très niché. Ouais, très, très niché. Musique arabe, funk, ou tout genre de musique arabe, old school, à prendre des vinyles, faire du repressage en vinyle. Vraiment, on adore le travail d'Habibi Funk pour ceux et celles qui ça intéresse, là, le proto-rail et le funk arabe de Habibi. Ben oui. Donc, aussi, avec tout ça, tu sais, on parle des Habibi, là. Il y a aussi un autre Habibi que j'aime beaucoup, mais ça va avec la suite du sujet. T'sais. On a parlé de tout ça, les années 70, le funk, comment ça a influencé, culture de stade, tout ça. Mais après, dans les années 80, 90, il y a vraiment le monstre qui, tu vois, nous, en tant que DJ, on adore la musique électronique. Ouais. Tu vois? Et genre, cet album... OK? Modern Persian Speech Sound, je vais pas massacrer son nom, Walizadeh. OK? Ça, c'est un album qui prend la musique perse et la sample avec une espèce de touche électronique, tu sais. C'est quelle année? Exactement, parce que, tu sais, pour ceux qui connaissent pas la musique électronique, ça vient de Détroit, Chicago, avec les influences de Kraftwerk. Mm-hmm. Mais quand c'est allé à Berlin, c'est là que ça s'est fait vraiment whitewash complètement. T'sais. Ouais, et aussi c'était ça peut être vu aussi comme une espèce d'échange outre-Atlantique, que le son naît quelque part, il voyage autre part, il devient autre chose, il revient à la maison. Et il change la scène aussi. Ah ouais. Donc, je sais pas, je pense récemment, si on parle je parle par exemple, l'exemple du trap. Le trap, c'est quand même quelque chose de spécifique quand tu prends où ça naît à Atlanta, en Amérique du Nord, et quand ça voyage en Europe, ça devient cette espèce d'hybride dubstep, genre tout compressé, et les gens appellent ça... Afro-trap aussi. Ouais, donc c'est comme pareil, c'est comme une histoire qui évolue constamment. Donc là, on peut pas... Oui, ça peut être vu comme de la récupération, sans aucun doute. Mais le whitewashing de la musique électronique, c'est très réel en mon sens, parce que beaucoup de gens ont vraiment l'impression que cette musique-là vient de l'Europe en Allemagne. Exactement. Ça a commencé avec un smiley face à Londres, quelques acides, alors mais que pas non. du tout, tu sais. Le voyagement de cette musique-là, de la communauté queer, latino et noire de Chicago, Détroit, quand ça s'est rendu à Londres, là, la gang, là, quand the Black British community took it and did something with it, you know, T'arrêtes ça. faut que j'arrête ça. Non, It became grime, it became UK garage, it became, you know, broken beats. Ouais, et aussi, c'est important, aussi en reparlant de ce qu'on a parlé au début, ils ont déjà leur culture avec une grosse influence des Caraïbes. Donc c'est Jamaica. Ouais, qu'on a entendu UK funk. Ça a du sens là-bas, tu vois. Encore une fois, ça peut se passer juste en Angleterre. Et pour revenir sur la techno, etc., aussi, il faut aussi vachement retracer le fait que l'influence de l'électro-breakbeat, qui venait du hip-hop à la base, et des danseurs, donc le BPM, le haut BPM et le côté un peu techno-électro était déjà dans la culture, était avant la techno. Donc, si les mecs à Détroit utilisent ce genre de machine, ou même le Miami Bass, c'est que c'est comme des héritiers directs de l'électro-breakbeat, en fait, quoi, tu vois. Mais ce que tu me dis, ça me fait penser à un documentaire que, d'ailleurs, je dois te faire regarder et que je suggère à tous nos auditeurs. Ça s'appelle le Black to Techno. C'est un espèce de documentaire, docu-fiction artistique fait par une femme noire à Londres. J'oublie son nom, mais j'ai un ami qui était music supervisor là-dessus, puis Errol Anderson. Et ça parle justement de l'histoire justement de la musique techno et comment son voyagement, tu sais. Puis comment, tu sais, à Détroit, il y avait beaucoup d'entreprises, comme GM était là, donc l'espèce de comme toujours répéter des mouvements, puis l'espèce de lien que les gens avaient avec la nature, avec les machines et tout ça, ben ça fait en sorte que cette musique-là... C'est représenté dans le son. Exactement, c'est totalement représenté dans le son. Puis
sais, en parlant là, je reviens avec le UK. Puis un exemple d'une chanson que j'adore aussi, je vous l'ajoute, c'est So Solid Crew avec Miss Dynamite. So Solid. Ouais. Ça, c'est capoté. J'adore les So Solid Crew. Exactement. C'est fou, là. C'est comme, that's the most UK thing you could listen today. Puis vraiment, on entend là, genre comment Miss Dynamite, elle embarque dans le beat avec comme vraiment un espèce de rap très raga, là, tu sais, là. This is Jamaica, this Ouais, is mais pareil, this ça is fait partie de Caribbean. l'ADN, ça fait partie de l'ADN anglaise Oui, maintenant. oui, oui. Tu vois, c'est comme... Définitivement. Je peux pas l'enlever, quoi. Tu sais, Non, le tu peux fait pas qu'on l'enlever. rigolait d'Adèle, mais moi, quand j'ai vu Adèle avec les cheveux et tout, je comprenais. Je Moi comprenais, aussi, mais tu vois. j'étais pas fâchée contre Moi elle non non plus. plus. Moi non plus, je suis pas fâchée contre Adèle, mais je trouve ça drôle. J'adore les mimes d'Adèle après son... Ouais, son- l'Angleterre, c'est un autre délire, tu sais. Ouais. C'est un autre délire. Mais j'adore. C'est incroyable. Puis tu sais, je suis une grande fan de UK Garage, OK? Vraiment une grande fan. Puis mon producteur américain préféré aussi était un grand fan de UK Garage, tu sais. Parce que quand on entend One in a Million, vraiment, on sent l'influence du UK. Carrément, ouais, très saccadé. Oui. Je peux pas parler là-dessus, ça serait un sacrilège. Ben oui, mais vous sentez, là, les drums, c'est ta 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 boudou 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 ta ta ta. Oh my God! Genre, c'est capoté. Timberland, vraiment, quand il a fait des trucs avec Aaliyah, c'est ça aussi qui était... Wow! C'est qu'il a vraiment pris du UK Garage et il a mis ça dans sa sauce. Vraiment, Timbo, one of the best. Ever. Yes. C'est fou comment la musique peut voyager et rebondir et revenir comme ça sans Ok. Et cesse. on devrait aussi parler de l'inverse aussi. On a touché légèrement sur l'Afrique et le funk, par exemple, mais on a eu des vagues aussi d'artistes africains qui faisaient du reggae aussi. Donc là, c'est aussi full circle quand tu penses. Je pense à, genre en Côte d'Ivoire, par exemple, à Tikenja Fakoly, qui était plus récent, qui avait comme au début de sa carrière, tu sais, c'était comme très comme virulent et sans être agressif, il parlait de vraies choses qui se passaient dans son pays et c'était comme important comme musique et ça imagine d'être de Côte d'Ivoire dans ces moments-là et d'avoir les paroles et la musique qui vont avec, quoi, tu vois. Donc le fait que c'est comme le cercle à 360, le reggae qui revient en Afrique, qui devient autre chose, incontournable aussi, on peut parler d'Alpha Blondy. Et sweet, Fanta Diallo, Fanta Diallo. Alors moi j'étais bercé à Alpha Blondy. Et ça faisait pareil, tous les Africains, si t'allais dans n'importe quelle maison, même chez nous. ouais, non, c'était comme Alpha Blondy, c'était big. On devrait jouer Fanta Diallo. C'est le gars, ça va jouer en post-prod, c'est sûr, ça joue. Donc là, ouais, direct. Mais, tu sais, après tout ce voyagement-là, après quand on arrive, mettons, dans les années 90 jusqu'à aujourd'hui, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées hyper rapidement, tu sais. Parce que là, il y avait beaucoup plus de couverture à cause de, bon, les clubs qui faisaient en sorte que les DJ transportaient cette musique-là de pays en pays avec les vinyles. Parce que, tu sais, mais c'était un peu plus lent que maintenant, mais still. Mais moi, la musique qui m'a marquée en termes de voyagement, puis que c'est une musique que je joue beaucoup en tant que DJ, c'est bien sûr le funk qu'on dirait au Brésil. On dit funk. Eu quero rala quente, para de satisfazer. Escute o refrão, é do jeitinho que eu vou fazer. Bem, bem. Ça, c'est Bondé de Tigrão. Tchutchuca, vem aqui pro meu Tigrão. Je vais jamais me rappeler, mais j'apprécie Aïcha. Tchutchuca, vem aqui pro seu Tigrão. On sent quand même pareil, une grosse influence Miami Bass quand même dans la musique. Oui, on sent beaucoup l'influence de Miami Bass. Mais aussi, il y a même des samples de Eurodance aussi qui sont là-dedans. Puis tu sais, le Eurodance, c'était comme vraiment populaire en Hollande, en Belgique. C'était vraiment comme ça qui pognait. Puis c'était toujours avec des espèces de rap verses ou genre une chanteuse vraiment soulful sur une espèce de beat de techno house-ish. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est très pop. Je pense à Two Unlimited. Ouais, à la Pump Up the Jam, tout ça. Pump the Jam, pump it up. Ça, c'est belle, genre.
Ouais, je savais pas. Ouais. Puis comme tout ça. Puis là, t'as les Brésiliens qui débarquent, qui font comme, ah ouais, on prend l'Eurodance, on prend le Miami Bass, we flipped it off and we do something with it. Tu sais, il y a l'album de Sango, OK, Darosina 4. Qui vient de sortir là? Ouais. Ok, c'est sorti vendredi littéralement. J'ai pas qui écouté vient de encore. sortir. C'est capoté. Parce que Sango, bon, déjà là, c'est un ami, puis c'est vraiment un gars hyper intelligent. J'ai jamais vu un gars aussi intelligent comme ça de ma vie, OK? Il apprend les langues rapidement, il fait des liens. Ouais, et il a vraiment changé le. Oui, il a changé le game en termes de Il a changé diaspora. le son du club. Oui, exactement. Puis aussi, pour faire la promo de son album Darosina 4, il a fait un petit vidéo animé avec la voix de Chaka Lion, qui est aussi un poteau. Shout out to Chaka. Puis, name dropping! Mais là, c'est mes boss. Je suis avec eux au Brésil, là. C'est ok, cet on t'en hiver. veut pas. Puis dans le sens où tu vois un Brésilien dans la favela, puis tu vois un Afro-Américain dans le hood, genre à Seattle. Les deux font sensiblement la même chose, sensiblement habillés pareil. Puis le texte dit, tu sais, we are all one. Tu sais, nous, Afro-descendants, on est tous ensemble, on est tous, tu vois, de la même souche qui est l'Afrique, tu sais. Puis j'ai trouvé ça vraiment beau. Puis beaucoup dans sa promo, Sango utilisait le drapeau brésilien et le drapeau américain avec les couleurs panafricanistes, Nice. red, black and green. Moi, ça me... Ok. J'étais genre, Checker ça, achais, Sango. mon achais. Tu vois? Puis il y a une chanson qu'il a fait, OK? La chanson est tellement street, Julio, on dirait que je suis à Sao Paulo, OK? Quand j'ai entendu ça, j'ai fait, wow, l'authenticité. Tu vois ce que je veux dire? Dans cette chanson, c'est incroyable. A bala vai voar de noite. Os criam na rocinha boladão com ódio de TCP. E se tentar com o Johnny Brava, a bala vai comer. Se os alemão criam no rosto. Wow. A bala vai voar de C'est vraiment fou parce que le truc intéressant avec le funk, parce que we call it funk, hein, not ballet funk, c'est vraiment un truc de gringo de dire Ballet funk, ah ouais? ballet funk, OK? Soit tu dis funk karaoke pour dire Et bon, comment ça t'appelles vient le de funk Rio. tout court là-bas? Ben, ils se disent funk, tu sais. Donc tout est funk. C'est ça, funk. me dérange pas en même temps. Funky, Ça me dérange pas. funky. Mais après, t'as différentes sortes de funk. T'as le 550, qui est un peu comme la chanson qu'on vient d'écouter. C'est du 550, c'est comme ça le dit, là, 150. Donc 150 BPM, Ok. tu sais. Après ça, t'as le raga funk. Après ça, t'as le rave funk. Après ça, t'as le... Comment t'appelles ça? Prohibidão, OK? Ça veut dire genre prohibé, Prohibé? tu sais. Ouais, exactement. T'as Mais qu'est-ce toutes qui sortes... est. Ok, d'accord. Toutes sortes du funk voyons, esti. Ostentação, OK? Funk la ostentation. C'est comme ostentatoire, OK? OK. Fait que c'est vraiment très... hey, c'est pas bon pour le Jésus. Tu comprends? Ok, ça serait du succès au Québec, ça. Tu vois. Non, c'est vrai, parce que vous êtes fasciné avec. Oh, regardez-nous, on a mis une croix à l'envers. Le Saint-Sacrement. Saint-Sacrament. Oh, c'est comme Tabarnak. C'est ostentatoire. sulfureux, tu vois. Ouais, fait que tu sais, t'as différentes sortes de funk, puis vraiment le plus populaire en ce moment, c'est le 550. Tout Ok. le monde écoute du 550. Moi, je joue beaucoup du 550. C'est comme... Je dois pas le savoir que j'en jouais, mais je dois en jouer aussi. Exactement, ouais. Puis c'est vraiment comme le truc, là, 150 BPM. Énervé, là. Tu sais, tu joues ça, là, on dirait que t'es à Sao Paulo, là, devant le club. Ils ont un club dans la rue tout le temps. Tout le temps, genre... 3-4 personnes avec des gros boombox, puis des espèces de petits chariots avec genre de la cachaça, puis pour faire toutes les petits drinks, là, tout ce que tu veux, tu sais. Petit club mobile. Oh my God, I miss that life. I miss that life. Et on serait injuste de parler de tous ces mouvements musicaux, etc., si on parlait pas d'afrobeat non plus, quoi, ou d'afropop. OK, Qui est, définitivement. pour moi, la nouvelle pop. Tout court, là, tu vois, c'est comme on entend des petits glimpses d'afropop ici et là, les rappeurs font de l'afropop. En France, on appelle ça le rap zumba. C'est un terme qui a été créé par Rof, qui est assez drôle quand même. Ou je pense à Afrotrap avec MHD, qui a eu un début de carrière fulgurant avant de s'être fait accuser pour meurtre, et donc on n'en entend plus parler. Mais en France, il n'y a pas un artiste rap qui sort aujourd'hui qui ne va pas avoir un morceau afro, un petit peu... voilà, c'est comme ça le nouveau morceau radio. Avant, tu faisais un morceau avec une fille qui faisait du R&B sur le hook. Ben, maintenant, ils te font ton morceau afro, quoi, tu vois.
Wow! C'est comme... So real. Ouais, non, c'est vraiment le nouveau... c'est comme le vrai. nouveau... C'est genre le nouveau créneau formaté pour la radio. Oh my God. Et bon, on a Comment parlé de... t'as donné les recettes des gens comme ça? On a parlé de Ed Sheeran pendant l'épisode numéro 1, là, par exemple. Oui. Ben, c'est un bon exemple de ça, là, tu vois. Comment tu m'as dead en ce moment? C'est pas préparé, tu vois, freestyle. Et, et donc, ouais, donc c'est incontournable, quoi, tu vois. C'est comme le style, genre, comment il s'appelle un gros, pas Wizkid, mais un de ces gros artistes. Burna Boy? Burna Boy, qui était l'artiste le plus streamé au monde. On parle de milliards de streams, là, tu vois. Puis Anna Yakamura, elle. Ben, Naya Kamura, ouais, parfait, c'est un bon exemple parfait. Elle fait pas du rap, elle fait pas de la pop. Ce qu'elle fait, c'est un hybride. Même la cadence de comment elle chante, etc. Tu peux si t'as écouté de la musique africaine dans ta vie, tu sais d'où ça vient, quoi. Oui, tu vois. Définitivement. Et pareil, c'est comme un format qui n'existait pas avant. Avant, t'aurais fait soit de l'afro, soit t'aurais fait du rap. Maintenant, c'est comme main dans la main. Ou quand je peux même penser à Jul, un mec comme Jul de Marseille, c'est pas forcément ma tasse de thé, mais voilà, c'est une espèce de mix entre Euro Trash Dance, reggaeton et des petites influences comme ça, rebeuses. Pour moi, c'est un peu il a un côté très populaire, bof, mais vraiment bof français. Et je pense que ça vient de là son succès, quoi, tu vois. Musique de chicha! Ça vient vraiment de là son succès, mais tu peux sentir cette influence-là, quoi, tu vois. Pareil, ce gars-là, je dirais pas que... Oui, il rappe des fois, mais il fait pas vraiment du rap, quoi, tu vois. Waouh, je suis dead en ce moment. Donc, l'Afrique, c'est la nouvelle chose qui s'exporte. Mais ça a toujours été la chose. Ouais, mais là, c'est officiel, là, tu vois. C'est comme... It's official. We poppin'. Africa We poppin'. is the future. Tu vois, c'est pas genre world music shit. Genre, mais tu vas pas nous recaler là. C'est toi qui veux rentrer dans le club maintenant. C'est toi qui veux rentrer dans la zone genre industrie qui a été un peu mise à part. C'est comme non, tu veux revenir au truc. Ouh, comment t'as drop des bars sur les gens en ce moment? Non, donc ouais, c'est vraiment incontournable pour moi. Wow. On est obligé de parler d'afrobeat quand on parle de Mais même, tu sais, moi, le mot afrobeat, par contre, ça me... Ouais, parce que pareil, mais c'est comme le funk, alors si on parle de funk, c'est juste devenu autre chose. Parce que, tu sais, afrobeat, pour moi, je suis comme, ah ben ouais, mais si t'as 18 ans, c'est sûr que tu vas pas aller checker pour Fela Kuti, quoi, tu vois. Ouais, tu sais, mais quand même, si vous avez 18 ans et vous nous écoutez, les enfants, Fela Kuti a dit, « Music is the weapon ». Puis il y avait plein de femmes. Mais tu sais, avec tout ça, là, est-ce que tu as des recommandations pour moi de films, de bouffe? Ouais, comme toutes les fins d'épisode, on a un petit peu des recommandations à faire qui sont un peu par rapport au sujet dont on vient de parler. Donc moi, je recommanderais le film This is England. C'est un film qui date de 2006 et c'est l'histoire d'un petit garçon qui a un petit peu des problèmes à la maison, parents divorcés. C'est vraiment bon. Ouais, il est vraiment cute, le film. Qui cherche un petit peu... et comme il tombe sur ce groupe de jeunes qui ont l'air libres, etc., qui sont des skinheads, mais genre original skinhead. Et donc, il se prend d'amour un petit peu pour ces gens. Et lui, il est tout petit, c'est comme un enfant, mais les autres sont comme adolescents, etc. Oui. Et il commence à lui raser la tête, à lui mettre les bretelles, les chemises, la petite chemise Fred Perry, les Doc Martens. Et donc, c'est lui qui découvre un petit peu ce monde et la violence qui va avec et les autres skinheads de l'autre côté qui mettent un peu la pression. Donc, c'est un film qui vous donnera une bonne température de l'Angleterre de cette époque. L'Angleterre de Margaret Thatcher, qui était comme... comment on l'appelait, la femme à la main de fer ou un truc comme ça. Donc, ouais, c'était comme une époque comme très rigide, avec des sous-tons de racisme, etc. Et c'est un film qui résumera bien cette partie dont qu'on a touché tout à l'heure un petit peu. Wow! Ben moi, j'ai à recommander, ça serait une espèce de biopic là, sur Tim Maya. Je sais qu'il y a des gens qui ont trouvé ça poche. Non, ça m'intéresse. Moi, j'ai trouvé ça bien parce que ça m'aide à pratiquer mon portugais. C'est sûr que vous allez trouver avec des sous-titres. Là. Mais vraiment, là, Tim Maya a une vie assez particulière, là, vraiment intéressante. Puis pour même pousser la conversation de diaspora, puis de voyagement de musique, puis de Brésil, ben il y a un autre documentaire qui s'appelle Tropicalia.
qui est sur l'histoire vraiment de la musique psychédélique au Brésil. Ok. Le rock psychédélique, là, tu sais. Parce que là, bon, j'en ai pas ramené d'exemple, là, mais c'est aussi toute un autre chose. Parce que, Constitution en soi, ouais. exactement, parce que si on se dit que le rock, ça vient du blues, qui est afro-descendant, puis qu'ensuite, il y a eu les espèces de Beatles de ce monde, les Led Zeppelin de ce monde, ben ensuite, il y a eu les Os Mutantes, Ouais. et les Gal Costa, qui était à Noveloso, George Ben, dans le temps, qui était ben rock. C'est bon. Fait que ouais, c'est un bon docu. T'apprends sur la situation sociopolitique au Brésil. Il y avait de la dictature. Les gens, ils faisaient des chansons. Puis là, ils disaient des espèces de mots cachés contre le gouvernement. Elis Regina, qui s'est fait C'est quoi barrer. le collectif qu'il y avait déjà il y avait une espèce de collectif qui incluait Os Mutantes, etc. Ils faisaient Ouais, des mais films. c'était juste le premier album. C'est Ok. le truc, c'est le mouvement Tropicalisme. C'est ça. Tropicalismo. Je lis cet album-là. Original Press. Digger Flex. Digger Flex. I have the original pressing. You know, I have it. Mais excellent album. T'écoutes ça, tu puffes un winge, tu te couches par terre. Parce qu'on en parlait au dernier épisode. C'est important d'écouter de la musique puis rien faire d'autre. Hein? Surtout en ce moment, là, avec tu vois, le confinement qui arrive. Zone rouge, bébé. Zone rouge. Zone rouge, bébé. Zone rouge. Fait que, écoutez de la musique, fermez la lumière, lâchez vos selles, connectez avec votre inner whatever, you know? Tout ce qu'il y a là-dedans. Tout ce qu'il y a là-dedans. Et pour revenir un petit peu à une conversation plus locale, pour terminer notre conversation, j'aimerais parler à Montréal, est-ce que la diaspora est visible? Moi, je pense que oui, évidemment, j'ai une réponse, mais à ton goût, comment la diaspora est visible à Montréal? Ben, on a tellement plein de diasporas à Carrément. Montréal. On a des diasporas juifs, des diasporas grecs, des diasporas haïtiennes, des diasporas latinos. Mais même, tu sais, Portugaise. oui, de tout. Puis même quand je dis latino, c'est tellement plein de pays. Ouais. Puis on voit ces Les représentations-là. pays du Sud, comme on dit ici. Les Tu vas pays dans le du Sud, toi? Hey, tu vas-tu dans le Sud, toi, Julien? Yo, alors ça, bon, une petite parenthèse, ça m'a toujours tapé sur les nerfs. Au début, je comprenais jamais quand les gens ils me disaient « Oh, moi, je vais dans le Sud. » Et je disais quoi? Genre, yo, c'est Longueuil, tu vois? Genre, je comprends pas, man. Tu vois? T'es sérieux? Ben ouais, ça veut rien dire d'aller dans le Sud, gars. Dans le Sud de quoi, gars? Il y a des pays, ils ont des pays, c'est non, ok? Ils ont des drapeaux, ils ont un hymne national, ils ont pas le même accent. Dis le nom du pays. Me dis pas que tu vas dans le Sud, s'il te plaît. C'était une petite parenthèse pour vous, Montréal. Le français a snap, la gang. Wow, j'adore ça. Ok. Mais oui, puis tu sais, juste dans mon quartier, OK, j'habite à Parc Extension. C'est un quartier qui est historically Greek. Historiquement, c'est des Grecs qui sont là. Les bons spanakopita. Mais là, maintenant, il y a une grande, forte immigration d'Asie du Sud-Est. Donc, beaucoup de Pakistanais, beaucoup de Sri Lankais, beaucoup de gens du Bangladesh et beaucoup de gens du Somalie aussi. Beaucoup d'Ouest africains aussi dans Parc Ex. Parc Ex est un des quartiers avec le plus très vivant, de Parc Ex. diversité C'est très, très linguistique vivant, c'est clair. au Canada. Oh, wow. Moi, je me sens chez moi, là, en tant que polyglotte, là. Je suis comme, oh, I can speak all the languages I want here. Ouais, non, complètement. Et comme il y a il y a aussi, si on parle de smoke meat, quoi, tu vois, c'est la Ouais. diaspora. Ben, les bagels, ça, c'est les Juifs, Les bagels, hein. c'est la diaspora. Exact, Le fait they qu'on, made it. tu sais, on a autant de crave pour une poutine. Poutine au bagel? Non, pour une poutine qu'un faux, quoi, tu vois, ou un Ouais. fa. Désolé pour Fa. les experts. Donc ça fait, tu sais, c'est que des habitudes qu'on a qui sont juste c'est genre un héritage de la diaspora. Dans le fond, quoi. Oui, Montréal, sérieux, là. Et même dans le Excellent. club, aujourd'hui. All the Spanish mummies, all the black mummies. Aujourd'hui, with si the, tu joues pas du reggaeton et de l'afro, Tout le monde danse. c'est le son de Montréal, quoi. Tu vois, genre live, c'est comme prédominant. Genre limite, si tu joues pas quelque chose d'afro ou latino dans ta soirée, les gens vont venir te voir du genre. Yo, qu'est-ce qui se passe là? Je parle dans les heures de minuit à 3 heures du matin, C'est là, vrai. pas en after. Mais j'ai l'impression que c'est un peu comme ça partout. Je veux pas Complètement. péter ta bulle, là, mais... Ouais, mais à cette heure-ci, c'est devenu, moi, je sais pas, moi, genre, j'ai l'impression que c'est devenu tous les jeunes DJ, en tout cas la jeune génération. Ouais. Oui, c'est vrai. incontournable. Mais c'est pas spécial. Parce que tu vas
en Europe, les gens font la même chose. C'est vrai. Aux States, un peu moins. Un peu moins. Mais comme, tu sais, en Europe, je pense que c'est la même réalité. Complètement. Là. Même on parle de diaspora, tu sais, la musique afro-dutch, tu sais. Comment c'est sauté. Ouais, j'avoue, ça, c'est comme un hybride quand même assez spécial, quoi, tu vois. C'est sauté. Les gars, ils rappent en Dutch sur un beat afro-beat trap, tu sais. Ouais, avec des éléments qui sont comme très Eurodance aussi, là. Exactement, tu sais. Shout out à tous mes flamands. Mais tu sais, c'est comme... C'est fou, ça. Mais je trouve que ça se passe aussi, je trouve, plus fort en Europe. Ici, c'est comme vraiment hybride. Ça dépend vraiment des soirées. Peut-être dans nos cercles, oui. Puis en after, malheureusement, moi, je me plains. Je suis pas le genre là, à avoir de la minimal techno en after. Là. Mais ça, quand on est obligé de parler de Moonshine, quoi, tu vois. Oui. Ils ont vraiment changé la scène de l'after. Ils ont vraiment changé la scène de la rave, là, tu vois. Je me rappelle être arrivé ici en 2009. Et les seuls noirs qu'il y avait dans une rave, c'était moi et le drug dealer, quoi, tu vois. Oh my God. Tu vois. Donc, non, mais faut dire la vérité. Alors que quand Moonshine est arrivé, tu sais comme ça me faisait plaisir de voir la salle qui était remplie de noirs à genre 5h du matin, gauler, et c'est comme genre, waouh, jamais vu. Et ça a changé la scène, ça a changé une génération, ça a fait des bébés pour les DJ. Donc, c'est quand même une soirée qui a été très très importante dans les 10 dernières années et qui a changé la scène. Donc peut-être que c'est pour ça que je pense que c'est spécifique à Montréal, même si c'est un phénomène. Dédicace à Moonshine. Ouais, et tous les gens impliqués. C'est le fun cette semaine, on était contents. C'est Aïcha qui est Gaillance. Julio Mandy! On se revoit la semaine prochaine. La semaine prochaine, on parle de sexe. Let's talk about sex, baby. À la prochaine. Bye.